Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Le chef de l'État islamique Aboubacar al-Baghdadi est mort, mais les alliés des États-Unis préviennent que EI n'est pas encore vaincu. Nous irons au Vietnam où les familles prient pour les 39 victimes de la tragédie du camion des sexes. Et en fin de journal, rencontre avec le rugbyman Serge Betsen qui nous parle notamment de la Serge Betsen Academy basée au Cameroun. Le président des États-Unis Donald Trump a annoncé la mort du chef du groupe État islamique. En sus de Aboubacar al-Baghdadi, un autre haut responsable de l'EI a été tué. Un chef de milice kurde syrien a déclaré que les États-Unis avaient pris pour cible Abu Hassan al-Mouhajir, l'un des porte-parole du groupe djihadiste et le successeur potentiel de Aboubacar al-Baghdadi. Selon les médias américains, il aurait été tué lors d'une frappe aérienne. Les services de renseignement américains ont aussi recueilli des informations précieuses auprès du complexe d'Aboubacar al-Baghdadi en Syrie. Selon eux, le leader de l'EI avait prévu des attaques dans le monde entier. Les États-Unis et leurs alliés, la France et le Royaume-Uni, ont averti que davantage de travail est nécessaire pour vaincre l'EI. Pierre-Antoine Denis. L'ordre était clair. Vivant ou mort, al-Baghdadi devait être capturé. La frappe délibérée et soigneusement planifiée a laissé en décombre le complexe où se cachait Aboubacar al-Baghdadi. Alors que d'autres se sont rendus ou ont été abattus, le chef de l'État islamique a lui tenté de s'enfuir en courant dans un tunnel avec 3 enfants où, acculé, il a activé sa ceinture explosive. Jeudi après-midi, le président et moi-même avons été informés qu'il y avait une forte probabilité qu'il se trouve à Idlib. Le président a immédiatement ordonné à nos commandants d'élaborer des options militaires. Le président Trump regardait quant à lui l'attaque depuis la salle de crise de la Maison-Blanche et lors d'une conférence de presse, le président américain a tenu à s'attribuer le mérite de la mort d'un homme qu'il considère malade et dépravé. Un tueur brutal, celui qui a causé tant de souffrance et de mort, a été violemment éliminé. Il ne fera plus de mal à un autre homme, femme ou enfant innocent. Il est mort comme un chien. Il est mort comme un lâche. Le monde est maintenant beaucoup plus sûr. Baghdadi a été vu pour la dernière fois plus tôt cette année dans une vidéo de propagande. Les États-Unis et d'autres espèrent que la perte de son leader diminuera les capacités de l'État islamique à se regrouper. Le califat, qui contrôlait une grande partie du territoire syrien, a vu son implication dans la région fondre drastiquement. Je suis heureux parce que j'ai été mis 3 fois en prison par l'EI. J'ai des problèmes de dos et de système nerveux à cause de toutes ces tortures. Dieu merci, je suis heureux. Mais nombreux sont ceux qui mettent en garde contre le fait que malgré la mort de son chef, l'État islamique et l'idéologie qui l'a inspiré, lui et d'autres, à commettre d'innombrables atrocités, demeurent une menace pour le Moyen-Orient et le reste du monde. Une menace également pour l'Afrique et plus particulièrement le Burkina Faso, victime d'une nouvelle attaque. Dans le nord du pays, au moins 15 civils ont été tués durant le week-end à Pobé-Mengao, dans la province du Soum, par des groupes armés. Des attaques qui surviennent alors que plus de 10 000 personnes ont manifesté samedi dans la capitale burkinabé. Ils ont apporté leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Le pays est en effet pris depuis 4 ans et demi dans une spirale de violence attribuée à des mouvements djihadistes, certains affiliés au groupe État islamique et d'autres à Al-Qaïda. Les attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est, ont fait près de 625 morts et occasionné près de 500 000 déplacés. Je propose d'écouter les organisateurs de la manifestation. C'est une attaque à notre intégrité, à notre dignité, à notre vivre ensemble, à notre cohésion. Voilà pourquoi nous avons appelé tous les Burkinabés, sans distinction quelconque, à s'unir autour de la lutte contre le terrorisme. C'est de motiver
ces forces de défense et de sécurité à aller de l'avant, que nous comptons sur eux. Parce que s'ils baissent les bras, c'est fini pour tout le monde. Donc c'est très important de les encourager et de les motiver d'aller de l'avant. Autre illustration de ces violences, en Afrique de l'Ouest, 9000 écoles fermées, près de 2 millions d'enfants privés de scolarité. Au Mali, par exemple, le conflit fait rage depuis 7 ans. Et à Ségou, à 240 km de la capitale Bamako, les enfants des familles déplacées sont confrontés à cette situation, au grand désespoir de leurs parents. Myriam Lawari. Il ne faut pas se fier aux apparences. L'école a repris, mais des bancs restent désespérément vides. Ici, à Ségou, les enfants des familles déplacées qui ont fui les violences des groupes djihadistes sont les autres victimes du conflit qui secoue le Mali depuis 7 ans. À la rentrée scolaire, pas une seule école a admis ses enfants de déplacés. Il faut dire que plus de 20 000 personnes ont trouvé refuge à Ségou. Fatouma fait partie de ces familles qui ont dû fuir leur dangereux village. Elle désespère pour sa fille Oumou, 9 ans, qui n'a jamais mis les pieds à l'école à cause des insurrections. Ma fille n'a jamais pu aller à l'école. Quand il y a 2 ans, elle avait l'âge d'étudier, les écoles ont fermé. Depuis le début du conflit, ma fille n'a jamais eu accès à l'éducation. Dans le pays, 920 écoles sont répertoriées comme fermées. Les 2 tiers sont situées dans 3 régions centrales, Mopti, Koulikoro et Ségou. Dans certains endroits, les djihadistes n'hésitent pas à prêcher la fermeture des écoles, incarnation à leurs yeux de la culture occidentale. Au moment où nous étions dans la logique de rouvrir ces écoles-là, on nous signale dans certaines communes, à Souba par exemple, à côté de Ségou ici, juste derrière le fleuve, on nous signale la présence de djihadistes qui se promènent dans les villages et qui organisent des prêches au cours desquelles ils somment les gens de fermer les écoles. Toute école où on n'enseigne pas, il n'y a pas un enseignement religieux, doit être fermée. Malgré un climat de peur, les personnels éducatifs de Ségou encouragent les familles déplacées à ne pas baisser les bras face à l'adversité. Il faut aller à eux, parce qu'il y en a qui ne savent même pas qu'il faille venir se faire enregistrer. Ils sont traumatisés également. Bon, ils pensent que c'est encore la même chose que de l'autre côté, hein, alors que ce n'est pas toujours ça. Donc la solution serait vraiment d'aller à eux, de les prendre en charge. Le Mali est loin d'être un cas unique. Les raids des groupes armés ont également entraîné la fermeture d'écoles au Burkina Faso et au Niger voisin. En attendant, beaucoup d'enfants sont toujours contraints de faire l'école buissonnière. Le reste de l'actu, en bref et en images. L'Union européenne accepte un report du Brexit au 31 janvier 2020. Et il s'agit du 3e report. Le Premier ministre britannique Boris Johnson tente désormais de convaincre l'opposition d'accepter la tenue d'élections législatives anticipées. Au Mozambique, Filipe Nyusi, réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Le leader du parti, le Frelimo, aurait recueilli 73% des voix contre 22% pour son rival de la Renamo, Oussoufo Momadé. Des résultats qui suscitent de nombreuses critiques parmi les observateurs internationaux. Et puis la Californie continue de lutter contre les feux de forêt. L'état d'urgence a été déclaré hier. Les incendies ont ravagé des hectares et provoqué de grosses coupures de courant. 180 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. L'enquête continue au Royaume-Uni pour déterminer les conditions qui ont mené à la mort de 39 personnes retrouvées sans vie dans un camion frigorifique mercredi dernier près de Londres. Des tests ADN sont effectués au Vietnam où plusieurs familles craignent que leurs proches ne figurent parmi les morts. Des veillées et des cérémonies ont été organisées pour commémorer les victimes. Marina Darras. Une communauté submergée par le choc et le désespoir. Ils n'ont pas eu de nouvelles de leur fils et de leur fille en route vers la Grande-Bretagne depuis des jours et craignent le pire. Plus tôt cette année, Lee Ben-ha a quitté le Vietnam en quête d'une vie meilleure en Europe. Depuis qu'il est parti, sa femme a donné naissance à leur 2e enfant. Il était le grand espoir de cette famille. Les nouvelles du Royaume-Uni les ont laissés dans la détresse. Sa femme, Ha, ne peut ni manger ni parler. Et son père, Lee Min-tuan, est inconsolable et ne lâche plus son petit-fils aîné.
Il croit avoir perdu non seulement son fils, mais aussi toutes les économies qu'il leur restait. Il a hypothéqué toutes ses terres pour emprunter l'argent qui a servi à payer pour le voyage de Libanha. La dette qu'il nous a laissée est énorme. On ne sait pas quand et si on pourra la rembourser. Je suis trop vieux maintenant, ma santé est mauvaise. Ce fut une journée de prière ici et les voisins ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour offrir du réconfort. Ils sont habitués dans cette partie du Vietnam à dire au revoir aux jeunes hommes et aux jeunes femmes. L'argent envoyé de l'étranger est important pour l'économie locale et ici, la Grande-Bretagne reste leur destination préférée. Win Din Won vivait déjà à l'étranger depuis 2 ans avant de décider de faire le dernier voyage risqué de l'autre côté de la Manche. Sa famille pense qu'il se trouvait lui aussi à l'intérieur du conteneur maudit. Tout ce que je sais de l'Angleterre, c'est qu'elle n'est pas loin de la France. Et j'ai entendu dire que c'était sans danger d'aller en Angleterre, que rien ne se passerait. Peu de gens ici réalisaient à quel point ce genre de voyage pouvait être dangereux. Une page sportive dédiée aujourd'hui au ballon ovale, car l'Afrique du Sud est en finale de la Coupe du Monde 2019 après une victoire face au Pays de Galles 19-16. Les Springboks s'offrent donc une finale 12 ans après leur dernier sacre mondial et affronteront comme en 2007 l'Angleterre qui s'est défait des All Blacks néo-zélandais. Le rugby africain en vogue donc porté historiquement par l'Afrique du Sud, mais qui pourrait bien voir son nouvel Eldorado au Cameroun grâce à un homme, Serge Betsen. Après une brillante carrière au cours de laquelle il a notamment été capitaine de l'équipe de France de rugby, Serge Betsen a fondé en 2004 la Serge Betsen Academy. Depuis, plus d'1 millier d'enfants sont passés par cette académie qui, en plus d'offrir des activités sportives, leur apporte un soutien scolaire et de l'aide médicale. Regardez. Sur le terrain, on l'appelait le sécateur ou encore la faucheuse. Mais depuis qu'il a raccroché les crampons, c'est plutôt l'inverse. Serge Betsen aide les autres à pousser dans le bon sens. J'ai eu la chance de pouvoir jouer au plus haut niveau dans mon sport et j'ai mis en place les moyens pour pouvoir arriver à atteindre ses rêves. Et c'est ça que je voudrais transmettre à la jeune génération. Serge Betsen a ouvert le premier centre de son académie, la SBA, en 2004, dans son pays natal, le Cameroun. On regarde là-bas, c'est pas ici. Voilà. L'objectif primaire était l'apprentissage du rugby aux enfants défavorisés, mais très vite, Serge Betsen s'est aperçu d'autres besoins, d'où l'ouverture de structures de santé et d'éducation, en plus du sport. Voilà. Quand il te retourne, ça veut dire qu'il est prêt. Moi, je pense que le rugby est un bon jeu. Ça facilite l'entente. On veut un peu dire, c'est un sport qui encourage millions de personnes, quoi. Puis on n'avance pas sans les autres. On doit toujours aider les autres à avancer tous ensemble. Vous savez qu'à chaque fois que je joue au rugby, les filles peuvent aussi jouer au rugby. C'est possible, quoi. Et si la plupart viennent de milieux difficiles, les élèves parviennent à trouver des raisons de se réjouir à la SBA. Je suis arrivée ici avec beaucoup de difficultés. Et grâce à l'encadrement du centre, j'ai pu remonter certaines de mes difficultés. Le Cameroun est mondialement reconnu pour son football, pas son rugby, mais c'est au rugby que Serge Betsen s'est distingué pour devenir le capitaine de l'équipe de France. Une trajectoire imprévisible qu'il veut faire comprendre à ses jeunes. Le message que je veux transmettre aux enfants, c'est un message d'ambition, d'être ambitieux pour pouvoir avoir des rêves. Des rêves malgré l'inconnu, comme lui qui à 9 ans a dû quitter son Cameroun natal. Aujourd'hui, ces jeunes ne manquent pas d'ambition. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment au Cameroun, justement sur Canal 2. Demain, vous retrouverez Pierre-Antoine Denis. Bonne soirée à tous. Au revoir.